Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème Défi des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire. Rouler à Brazzaville et à Pointe-Noire, deux grandes villes du Congo ayant bénéficié de plusieurs municipalisations accélérées, est un casse-tête chinois de nos jours. La dégradation a pris le dessus sur plusieurs artères. Certains segments des axes sont quasiment inexistants, voire coupés. À cela s'ajoutent plusieurs nids de poules. Et à ces difficultés s'ajoutent également les parkings de fortune, rendant souvent difficile la circulation. On se souviendra aussi que les usagers de la route sont obligés de s'acquitter des taxes, dont celles de roulage imposées par la circulation routière. Que fait-on de cette cagnotte? À quoi sert-elle? Les défis des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire, c'est dans ce débat que j'aurai le plaisir d'animer avec monsieur le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur, monsieur Basile Obongi, qui est ici en qualité d'observateur de la vie politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et en face de vous, j'ai monsieur Cyril Nzundu. Il est président national du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo, Citracon Cycle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avant de nous lancer dans notre débat, je vous propose de repartir du côté de la régie et de suivre ce premier reportage sur la dégradation des routes. De la municipalisation accélérée, Brazzaville se bascule hélas dans la dégradation accélérée. Toutes les avenues ou presque d'une ville sont détruites, au nord comme au sud de Brazzaville. Ici, nous sommes au Château d'Eau, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Un gros trou de près d'1 mètre paralyse la circulation entre Château d'Eau et Kizito. Ce taxi paye les frais, parallélisme est hors d'usage. À Moutabala, c'est l'avenue Théophile Mbemba qui est totalement ensablée. Il faut la désengorger le plus tôt possible puisque c'est l'une des principales avenues. Ces jeunes sont à la rescousse. À Péka, le danger est permanent. Les automobilistes sont obligés de forcer le passage puisque la route est impraticable. Cette route n'a plus une longue vie. Cette avenue dite d'Alette en filou est coupée. La zone est divisée en deux à cause de l'érosion. Au regard de ces spectacles ahurissants, la capitale du Congo s'enclave au fil du temps. Malheureusement, sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Nous avions tout un quartier qui est englouti. Alors, le maire d'un filou, je ne suis pas sûr que seul peut avoir les capacités de venir faire un travail comme ça. Ce n'est pas possible. Je crois que l'État doit prendre ses précautions, sachant que nous sommes une population. Le gouvernement doit se dire qu'il y a une population qui pleure de l'autre côté là-bas aussi. Ces routes ne sont qu'un échantillon à Brazzaville. Tous les efforts consentis par le gouvernement, avec des milliards de francs CFA dépensés pour les 2 municipalisations accélérées de Brazzaville, semblent être des vains investissements. La qualité et l'état actuel des avenues et rues à Brazzaville prouvent à suffisance que la modernisation de la capitale demeure encore un projet sur papier et dans les discours. L'État est impuissant devant une situation comme ça. Ce n'est pas le manque d'argent. Au moment où ils avaient commencé les travaux de cette route, le pays était dans l'embellie. Dans l'embellie, il y avait beaucoup d'argent. Comment peut-on expliquer que le gouvernement soit aussi démissionnaire alors que certains particuliers sont soucieux de la vie des populations? Téné, avec les moyens du bord, le député de la 2e circonscription électorale de Moussaka a aménagé un tronçon de la route Tongo-Boniala, 22 km de route au tracé de Ngania à Boniala. Auparavant, on souffrait. Quitter Oyo, Boniala, c'était difficile. Et surtout, on passait par les moteurs. Maintenant, là, c'est un raccourci. Maintenant, c'est un raccourci. Quand on a un véhicule, c'est un raccourci pour nous. Je remercie l'honorable Mobonjo Ndjonga, vu de ce qu'il est en train de faire. Un district enclavé, sortir de Moussaka pour d'autres villages et villes est un casse-tête chinois. La voie fluviale existe, mais il faut passer 2 à 3 jours pour accéder à d'autres destinations. Or, il suffit juste de 4 heures sur la voie terrestre pour atteindre d'autres circonscriptions administratives. D'abord, la route, c'est un développement. S'il n'y a pas la route, on ne peut pas se développer. À base de la route, en tout cas, on a beaucoup d'intérêt à l'intérieur parce que tu peux avoir quelque chose à vendre. Tel que à Boniala, on fournit le molengue, tel qu'à Boniala, la production d'huile, tel qu'à Boniala, nous sommes des pêcheurs. Tout ça là, il faudrait qu'il y ait la route afin que le tout qu'on amène en ville pour vendre.
Brazzaville et Moussaka ne sont pas les seules routes qui perdent leur ville et est enclavée. Les problèmes des routes deviennent une préoccupation majeure. La construction, surtout l'assainissement des routes, devrait être au cœur des priorités du gouvernement. Pour marcher vers le développement, il faut emprunter la route du développement. Retour sur ce plateau, chers messieurs, vous circulez certainement à Brazzaville pour les uns et Pointe-Noire pour les autres. Quel sentiment avez-vous à la vue de ces routes? Bon, monsieur le journaliste, il faut dire que c'est pas de bon augure de suivre ce qui se passe et de regarder ou encore de circuler dans Brazzaville actuellement. Et comme l'intitulé de votre émission, vous avez dit le défi des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire. Non, il faut ajouter les routes nationales aussi sont devenues dans la même situation. Aujourd'hui, j'ai même le grand regret de voir que, en partant de Brazzaville pour la partie nord du pays, il faut prendre des gros camions, comme cela fut le temps où il n'y avait pas de route. Donc c'est le désespoir total. On est vraiment déçus, parce qu'il manque comme la volonté politique. Mais dans l'émission que nous sommes en train de déballer, nous allons regarder pourquoi cette indifférence totale de la part des gouvernants. Monsieur le président du syndicat des transporteurs. Mais comme vous pouvez le constater, monsieur le journaliste, nous sommes les victimes. Nous sommes les victimes parce que c'est nous qui vivons à base de la route. La route est le premier facteur de développement de nos activités. Et lorsque la route aujourd'hui devient, au lieu de facteur de développement pour nos activités, devient cette arme qui tue notre activité, vous pouvez comprendre dans quel état je peux me trouver. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le journaliste, ce qui est vrai, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est pas beau. Il ne fait plaisir à personne de tourner et de rouler lorsque nous sommes conscients que de notre côté, nous, en tant que responsables syndicaux, en tant qu'acteurs du secteur, qui sommes victimes de cela, fournissons beaucoup d'efforts pour accompagner l'État. Comme quoi? Et aujourd'hui, dans les efforts dont nous sommes en train de fournir, je vous prendrai le cas du département de Brazzaville. Simplement Brazzaville, pour ne pas citer d'autres villes. Nous avons commencé à poser le problème des routes parce qu'il n'y avait pas l'entretien des routes au niveau du département de Brazzaville depuis 2009, 2010, 2012, avec la mairie de Brazzaville. À l'époque, le maire Hugues était là et il avait comme pour secrétaire général Abraham Ibela. Avec lui, il nous a posé un problème de rentabilité de recettes. Ça veut dire que même lorsque nous payons la taxe de roulage, la mairie ne pouvait pas emmagasiner assez de moyens pour engager les travaux de réparation. Et en ce moment-là, c'est parce que dans notre pays, il y a une logique qui est très mauvaise d'abord. Celle de penser que le syndicat est une forme d'opposition. Être syndicaliste, c'est être comme à l'opposition parce que les gens n'aiment pas que l'on dénonce ce qui ne marche pas. Et quand nous avons discuté avec le secrétaire général Abraham Ibela, nous avons pensé qu'il y avait une possibilité de renflouer les recettes de la mairie à travers les activités connexes au transport. Ça veut dire que toute activité qui pouvait s'opérer sur la base de ce que nous, on avait comme activité principale, celle qui consiste du transport des personnes et des marchandises, mais autour de cela, il y a beaucoup d'activités lucratives. Et nous avons emmené la mairie de Brazzaville avec le secrétaire général Abraham Ibela. Lorsque vous passez dans les arrêts de bus, vous trouvez des jeunes crieurs, comme on les appelle, avec des tenues numérotées. Ces numéros-là, c'est M. Abraham Ibela qui a mis en place ces numéros qui déterminaient l'arrondissement, le lieu où la personne travaille et l'identité de la personne. Nous avons fait tout ça pour aider la mairie dans l'espoir de voir la mairie réparer nos routes. Parce que nous étions en difficulté. En venant vers la mairie exprime la difficulté. Nous comprenons la mairie, donc il nous fallait bâtir une politique pour accompagner la mairie. Le maire Hugues est passé, le maire Okemba est arrivé avec son équipe. Nous sommes repartis vers la mairie pour faire valoir ce qu'on avait comme programme d'activité avec l'ancien maire. Puisque l'État, c'est une continuité. Et on arrive là, nous sommes tombés d'accord avec le premier adjoint maire au Cana qui s'occupait des transports pour lancer donc une petite taxe. C'est même pas une taxe, une petite redevance
que les gens devraient payer à la mairie ceux qui exercent dans les activités connexes. Je vous prends le cas de Brazzaville. Rien que les militants de mon syndicat reversaient auprès de la mairie près de 2 millions chaque semaine pour la redevance. Puisqu'ils exercent sur un terrain qui appartient à la mairie, il fallait en contrepartie reverser 10 francs à la mairie. Rien que mon syndicat, mes militants par semaine. Et ce que je vous dis, j'ai les quitanciers de la recette municipale, j'ai tous les documents avec moi au bureau parce que lorsque nous avons payé, nous avons exigé au maire Okana que le versement devrait être fait par nos militants à la recette municipale pour qu'on ait la traçabilité de ce que nous versons. Mais cet argent était censé être versé pour renforcer donc ce que la taxe de roulage pouvait faire rentrer afin de permettre à la mairie d'entretenir les routes. Autrement dit, rien n'a été fait. Vous aviez parlé de ce manque de volonté politique. Est-ce que ce que le président du syndicat des transporteurs et autres activités connexes intègre cette philosophie dont vous faites allusion tout à l'heure? Bien sûr, parce que d'abord la question que je vais me poser, c'est celle de savoir est-ce que la taxe instaurée par le syndicat a un document d'appui? Parce qu'il ne revient pas à n'importe qui d'imposer une taxe là où il veut. Est-ce qu'il y a une délibération du conseil municipal de Brazzaville? Si oui, en ce moment, je peux répondre à cette question. Sinon, c'est ce que nous qualifions aussi d'anarchie. Parce qu'il faudrait, si chacun peut se lever un matin pour dire, bon, prendre la taxe, on va verser à la mairie, sans un document principal, c'est déjà dangereux. Je ne dis pas que c'est ça, mais je m'interroge. Est-ce que la taxe a été enregistrée dûment par le conseil municipal? Dès que le nouveau maire s'est installé, nous nous sommes battus à ce que le conseil municipal puisse délibérer sur la question, reconnaître d'abord cette activité et ensuite fixer les modalités de fonctionnement de cette activité. Nous avons pu, au niveau du conseil municipal, effectivement, faire intégrer l'activité pour une prise en compte au niveau de la mairie. Maintenant, sur la taxe, je tiens à préciser qu'ici, nous n'avons pas fixé une taxe, mais ça a été une redevance, ce qui est différent de la taxe. Parce que les gens qui crient sur l'espace dans les arrêts de bus, là où ils exercent, là où ils trouvent un petit 10 francs, cet espace appartient à la mairie. Est-ce que cette redevance est reconnue au niveau du conseil municipal? Au niveau du conseil municipal, oui, puisque c'est sur cette base-là que le conseil a pu valider donc cette activité et adopter... Moi, je dois revenir. Allez-y. Est-ce que nous sommes à la télévision, nous ne sommes pas à la radio? Est-ce que le président peut nous lire l'acte? Parce que moi, j'ai été aussi un conseiller municipal, mais pas à Brazzaville. Tout ce qui se fait à Brazzaville, s'il faut prélever quelque chose, il faut un acte adopté par le conseil municipal. Est-ce que le président aujourd'hui peut nous produire ce document? Mais si ce n'est pas fait, je ne m'interroge pas, mais je ne suis pas surpris du fait que cette activité peut-être a été arrêtée, et c'est la plainte du président. Donc, quand je parle de la volonté politique, parce qu'aujourd'hui, les Congolais se posent la question de savoir qui a réellement la charge de l'entretien de la route au Congo. Même dans votre élément qui vient de passer, on parle des grands travaux et on parle de la mairie. Donc, même au niveau de la presse, on ne connaît pas qui a la charge de la réparation ou de l'entretien routier. C'est d'abord la grande question. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un problème de la volonté politique. Il faut d'abord qu'on édifie le peuple congolais qui, en ce moment où nous parlons, a la mission d'entretenir les routes. Ah, c'est la question que je vous pose. Ben, moi, je sais qu'il y a un fonds routier qui a été créé par le gouvernement, que moi j'appelle fonds routier, mais qui ne joue pas son rôle. Pourquoi? Mais parce que vous savez que ce qui se récolte au niveau des péages n'est pas reversé au fonds routier, c'est reversé au trésor. Donc il revient au trésor de remettre de l'argent au fonds routier pour que le fonds routier entretienne les routes. Mais il y a une guerre entre le fonds routier et la tutelle, et entre la tutelle du fonds routier et la mairie. Donc, jusqu'à ce que cette cacophonie ne pourra pas être édifiée, nous allons récolter ce que nous sémons aujourd'hui. Donc, on va toujours se plaindre, mais on n'aura jamais de suite par rapport à ça. Il faut qu'on arrive à indexer l'autorité qui est chargée de la réparation des routes. En ce moment-là, on se posera la question, pourquoi cette autorité ne répond pas aux missions qui lui sont confiées par le gouvernement de la République? Voilà la grande question. Parce qu'il y a les grands travaux, il y a la mairie de Brazzaville, il y a le fonds routier qui dépend des ministères. Donc, c'est ce tabou-là que les gens n'arrivent pas aujourd'hui à dire qui exactement est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et selon vous, qui serait responsable de ce qui se passe aujourd'hui lorsque vous citez les trois entités? Mais d'abord,
quand je vous ai dit qu'il faut allonger jusqu'aux routes nationales, parce que quand vous parlez de Brazzaville, il y a le maire de Brazzaville, qui est d'abord le premier responsable de la dégradation des routes et de la réparation. Vous avez vu ce qu'ils ont commencé à faire, mettre des trous avec des fers et tout, c'est la mairie qui le fait. Est-ce que la mairie fait ça seule? Point d'interrogation. Deuxième élément, les grands travaux. Quel est le rôle des grands travaux dans la réparation des routes? Est-ce que le grand travaux s'occupe de la construction, donc de ce qu'on appelle communément grands travaux, ou bien des petits travaux, réparer les trous? Si ces questions-là sont élucidées, M. Foucault, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Non, mais le terme le dit, grands travaux, donc c'est des grands travaux, pas les petits travaux. C'est pour cela. Pas les petits travaux. C'est pour cela. On peut déjà écarter les grands travaux de ce chapitre-là, voilà. Apparemment. C'est pour cela. Les grands travaux observent, en bon observateur, la mairie patauge. Aujourd'hui, on est arrivé à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il faut que les choses soient recadrées. Qu'on dise à la mairie, voilà ce que vous devez faire. Les grands travaux, ils attendent que le trou devienne gros et gros pour qu'on décaisse beaucoup d'argent. C'est les grands travaux. Comme le ravin de Namakoso. Ben voilà, parce que ça c'est maintenant les grands travaux. Là le maire ne peut plus rien faire. Mais quand c'est les petits trous qu'on appelle Bambissa, ça le maire peut le faire. Mais il faut qu'il ait une politique de réparation de ces routes. Mais la mairie ne peut pas faire ça seule. Il y a un ministère qui s'occupe de cela. Que vous ne citez pas. Que je ne cite pas parce que... Pourquoi vous ne citez pas ce ministère? Mais parce que ce ministère, je vous dis que c'est un ministère, celui qui occupe ce ministère connaît les actions à mener. Ce n'est pas un novice. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Mais c'est quel ministère? Le ministère de l'Entretien des routes. Vous ne connaissez pas, monsieur le journaliste? Non, je ne connais pas. Bon, ben écoutez, moi aussi je ne connais pas parce que j'entends les grands travaux dedans. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme dedans. Et on ne sait pas quel est le ministère exact qui est à la responsabilité. Nous allons revenir du côté du président du syndicat. Alors, on a quand même observé que Brazzaville et Pointe-Noire ont bénéficié de plusieurs municipalisations qui avaient pour vocation doter les grandes villes des voiries urbaines dignes de ce nom. On a comme l'impression aussi que le travail, au départ, a été mal fait. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, de notre côté, nous les transporteurs, ce que nous constatons et ce que nous remarquons, c'est parce que nous pouvons faire une petite expérience. Allant sur le tronçon d'Olizy-Pointe-Noire. Prenez la route, partons d'ici, après 100 km, prenons juste un petit tronçon de route, là où maintenant là c'est impraticable. Vous allez constater que les mêmes dégâts, les mêmes erreurs constatées. Lorsqu'on a fait la route d'Olizy-Pointe-Noire, les gros véhicules sont passés, la route a commencé à s'affaisser. Il y a eu des fissures. Les gens ont pensé que ce qu'on avait en fait à l'époque appelé déjà route lourde n'était pas une route lourde. Il fallait donc renforcer les dimensions, pour ne pas dire l'épaisseur, le niveau du compactage du goudron. Donc il fallait encore d'autres couches pour que la route tienne. Mais cette expérience de Dolizy-Pointe-Noire pouvait servir pour la partie nord. Sinon qu'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de décrier ce que nous sommes en train de vivre sur la route du Nord. Sinon que si les gens avaient pris les précautions pour dire on a fait Dolizy-Pointe-Noire, il y avait telle difficulté, on a pu réparer les difficultés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut adapter la route par rapport à cette dimension-là, ou à ces normes que nous venons de mettre en place qui ont marché. Mais de l'autre côté, on a abandonné. Mais ce sont les mêmes poids lourds. Ce sont les mêmes qui partent de Ouessou pour Brazzaville. Autrement dit, le travail a été mal fait. Le travail a été mal fait. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Mais tout à fait, je dois le démontrer. Allez-y. Le gouvernement de la République a mené une bonne action pour construire les routes. Mais il a manqué la rigueur dans la réalisation des ouvrages. On a donné le chantier comme ça parce qu'il y a 3 personnes, morales ou physiques, qui répondent dans ce processus. Il y a le maître d'ouvrage, il y a l'entreprise qui a construit l'ouvrage, et il y a l'établissement où on appelle ça le contrôleur. Donc les 3 se sont entendus pour faire un travail bâclé. Et nous récoltons cela aujourd'hui. Quelles sont les sanctions qui ont été prises à l'encontre de ces 3-là? Disons, prenons les 3. Le maître d'ouvrage, l'entreprise et le contrôleur. Lorsque vous dites travail bâclé, vous faites allusion à quoi? Mais écoutez, je prends la route du Nord. C'est une route où on a divisé en 3. Donc c'est un éléphant qu'on a tué. On dit, bon, l'éléphant qu'on a tué, on se le partage. Monsieur Foucault, vous prenez la partie de 45 jusqu'à, comme ils l'ont fait. L'autre a pris de Ngo jusqu'à Gamboma et de Gamboma jusqu'à Oyo. Vous voyez le résultat?
Alors que si on était sérieux, on prenait une entreprise sérieuse et en soutenant la thèse que vient de dire le syndicaliste. Mais moi, je vous prends un exemple, M. Foucault. Regardez le goudron du boulevard des Armées. C'est construit en quelle année? Waouh. Mais regardez l'État. Plus de 40. Mais pourquoi ce que nous construisons aujourd'hui, 1 an après, 2 ans après, on parle de la pluie? Est-ce qu'au boulevard des Armées il ne pleut pas? Si. C'est qu'on ne prend plus en ligne ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, comme au niveau de la douane, on dit toujours non, il y a la fraude à la douane. Mais là aussi, on peut parler de fraude parce que quelle est l'épaisseur qui avait été signée dans le marché du goudron? Quelles sont les pierres qu'on devait mettre? Aujourd'hui, on ne met même plus de pierres. On prend le sable, on mélange avec le ciment, on fait rouler, on met un peu une petite épaisseur même de 0,5 cm, on dit on a mis le goudron. Mais vous devez vous attendre à ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il a manqué de rigueur. Et cela s'est constaté de la route que mon collègue ici a parlé, de Dorizy. On a refait. Mais là-bas, on ne peut plus refaire. Il faut maintenant une autre route. Parce que le goudron n'existe plus. Pour aller au nord, il faut maintenant prendre le gros camion à l'époque des Bina, de Molomba, pour arriver. Avec le bus, vous ne pouvez plus aller. Avec votre moyen privé, vous ne pouvez plus. Donc, l'erreur a été commise, il faut réparer. Mais c'est le gouvernement qui va réparer. Ce n'est pas un individu. Vous voyez Ngamakoso aujourd'hui. Vous l'avez parlé du truc de Ngamakoso. Les travaux sont bloqués parce qu'il y a la crise. Mais pourquoi alors, en sachant qu'il y avait la crise, on a lancé les travaux? Tout en sachant que ça devait s'arrêter à un moment donné. C'est ça aussi que je parle du manque de rigueur. Où on mobilise l'enveloppe complète et on démarre les travaux une fois et on les termine. Mais que de commencer et d'arrêter, parce que là, ça va encore créer plus de dégâts que hier. C'est pour ça que je parle du manque de volonté. Que ça soit du côté de la mairie. Hier, ils se plaignaient, il n'y avait pas d'engins, il n'y avait pas de ceci. On a doté les engins. Mais ils les ont mis dans les arrondissements. C'est maintenant comme des cimetières dans les arrondissements. Vous les voyez dans les arrondissements, là. D'autres ne fonctionnent même plus. Parce que ça a trop duré. D'abord, on a acheté des occasions. Et puis, on a amené, on a parqué dans les arrondissements. Aujourd'hui, nous récoltons ce qu'on a sémé aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que les fonds alloués pour construire ces routes n'avaient pas été utilisés totalement, qu'il n'y a eu qu'une partie qui a été utilisée, puis l'autre partie a pris notre direction? Mais c'est ça, ce n'est plus question de démontrer. Comme a dit monsieur le directeur tout à l'heure, je peux compléter en disant quelque chose. Nous avons aujourd'hui les caniveaux qu'il faut construire le long des chaussées. Mais on passe nuit et jour. Même avec votre caméra, vous pouvez faire un tour. Faites le tour de la ville partout où on est en train de construire ces caniveaux. Vous allez constater que là où il fallait mettre du béton, les gens bourrent les briques. Ils font des caniveaux avec les briques pendant qu'ils sont conscients que la pression d'eau, les briques ne pourront pas tenir, il faut couler du béton. Et comme les briques ne peuvent pas tenir, ça va partir. Pourquoi on met les briques à la place du béton? Pendant qu'on est conscient que le devis qu'on a fourni pour l'exécution de l'ouvrage, on a parlé du béton armé. Mais lorsqu'on remplace par des briques où on bourre, et que dans 2 matins, quand il y a pluie, nous sommes victimes de ce que nous sommes en train de vivre sur toute la ville. Et ça aussi, c'est le manque de contrôle. Comme a dit mon doyen tout à l'heure, qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un suivi. Il y a un laisser-aller. Et ces entrepreneurs-là profitent. Et quand ils profitent, le budget alloué est conséquent. Mais ce sont ceux qui exécutent l'œuvre et ceux qui sont obligés, qui sont là pour suivre l'œuvre, qui sont en complicité et qui dupent le Congolais que nous sommes. Surtout nous, les transporteurs, qui sont victimes de ce qu'ils sont en train de faire pour juste se renflouer les poches. Autrement dit, les contrôleurs sont corrompus, en fait. Ben oui, il y a une corruption générale entre... Ça, c'est inacceptable. Mais comment on peut passer? Moi, je passe. J'ai vu vous monter sur la route de Ngamakoso. J'ai vu 2 endroits, caniveaux. On est en train de faire le caniveau construit avec des briques qu'on a bourrées. Les briques de vin qu'on a bourrées. Mais je suis conscient que ça ne peut même pas tenir. Une seule pluie va faire partir tout ça. Mais où sont les contrôleurs en ce moment? Si moi qui suis un passant, je peux constater les contrôleurs sont où? Ça veut dire qu'il y a une complicité. Et en ce moment, l'État doit revoir sa politique générale pour ce qui concerne l'état des routes au niveau de notre pays. Monsieur Foucault, je reviens en vous disant que j'ai cité 3 personnes, physiques ou morales. Mais c'est très important. Mais les grands travaux sont déjà épargnés sur les routes de Brazzaville au Point-Nord. Non, j'ai parlé épargné par rapport aux réparations. Pas par rapport aux constructions, non. Les grands travaux sont responsables de construction. Parce que c'est les grands travaux. Mais les grands travaux ont construit. On a bien roulé sur ces routes-là. Ça fait Combo, par exemple. Ça fait combien de temps? C'est ça ce que nous voulons.
Hier, même le paysan sait que pour faire un goudron, on doit mettre les pierres. Est-ce qu'il nous manque les pierres au Congo? La pierre, il y en a en grande quantité. Mais pourquoi on ne met pas de pierre? On préfère mettre le sable avec le ciment. C'est exprès. Mais jamais vous n'avez vu un contrôleur qui est parti contrôler une route quelque part, venir dire non, nous n'acceptons pas, cette route n'a pas été faite dans les bonnes conditions ou dans les conditions requises. C'est toujours bien fait, on réceptionne et puis bon, on roule 1 mois après, 2 mois après. Moi, je suis pour qu'on adopte maintenant un autre système. Au Congo, nous avons aujourd'hui 3 sociétés, 4, 5 sociétés qui fabriquent du ciment. On peut adapter les pavés. Si vous allez dans les pays européens ou dans les Maghreb et tout, vous trouverez les goudrons faits dans les villes avec des pavés qui se... Depuis le colon jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Et vous voyez à Mungali, quelques ruelles qu'on a mis les pavés, malgré l'eau, les routes sont encore là. Donc si nous adoptons ce système, je crois que ça peut marcher. Mais il faut aussi le dire, qu'il faut que nous soyons responsables. Parce que c'est ça, lorsqu'on n'est pas responsable, parce que quand l'opérateur fait son devis, il le fait par rapport à comment doit être fait un goudron. Vous qui acceptez ce marché, vous avez des techniciens. Là-bas, ils ont des techniciens qui sont des architectes, qui ont vu que c'est ça qu'il va utiliser. Mais la pratique, c'est autre chose. En ce moment-là, qui est responsable? Les 3 sont responsables. Le maître, l'entrepreneur et le contrôleur. Et s'il y a la prison, c'est les 3 qui doivent aller en prison. Mais aujourd'hui, on parle de solidarité gouvernementale. Donc le gouvernement est responsable, en fait. Mais quand on parle de solidarité gouvernementale, on suppose que c'est le gouvernement qui est responsable. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Allez-y. Quand le Congolais critique quelque chose, c'est lié au président de la République. C'est pas ce qu'on a dit, hein. C'est pas ce qu'on dit ici. Quand le Congolais critique, c'est lié au président de la République. Nous le savons. Le président ne fait rien. Le président ne fait rien. Mais alors qu'on fait. Mais les acteurs qui sont chargés de faire ne le font pas bien. Il faut nuancer ce problème-là. C'est pour ça que j'ai cité les 3 acteurs. Je n'ai pas cité et tout le gouvernement entier. Non. Le gouvernement, quand il décide en conseil de ministres, il y a un qui va appliquer. Il y a un qui va aller sur le terrain. Et en ce moment-là, c'est lui qui doit répondre si c'est mal fait. C'est la même chose, le contrôle. Il y a beaucoup d'institutions de contrôle. Mais si on vous choisit pour aller contrôler un travail, vous devez le faire. Et si ce n'est pas bien fait, vous dites c'est pas bien fait, on reprend. Comme a dit Monsieur le Président ici, qu'on a constaté et on est en train de reprendre pour ajouter l'épaisseur. Si l'épaisseur est très petit avec les poids lourds, Monsieur le journaliste, nous allons beau parler ici, on n'aura pas de bons résultats parce qu'il faut changer la méthode et aller vers la rigueur. Vous voyez, le chemin de fer a été fait par les Blancs. Et ça a été fait à la main par nos parents, nos grands-parents. Mais comme ça a été bien fait, si ce n'est pas nous-mêmes, notre mauvaise volonté de casser ces ponts-là, il n'y aurait pas de problème. Mais si c'est les ponts-là, regardez les ponts qu'on a fait aujourd'hui. C'est les ponts, quand on fait ça s'affaisse. Pourquoi ça s'affaisse? Voilà la grande question. Nous allons marquer une pause, nous repartons du côté de la régie, puis nous allons revenir pour poursuivre ce débat. Est-ce que le Parlement n'a pas un rôle à jouer dans toute cette question? C'est à cela que nous allons nous en tenir pendant la deuxième partie de notre émission. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Défi des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire, c'est le thème de ce débat avec lequel je suis en train de m'entretenir avec monsieur le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur. Il est ici en qualité d'observateur de la vie politique, monsieur Basile Ogongi. Et de l'autre côté, j'ai monsieur le président national du syndicat des transporteurs et activités connexes du Gogo, monsieur Nzundu Cyril Karel. Les routes de Brazzaville et de Pointe-Noire, les routes au Congo en général se dégradent. Monsieur Cyril, vous êtes le président du syndicat des transporteurs. Vous vous plaignez, mais est-ce que vous êtes allé du côté du Parlement essayer de trouver une voie de recours afin que ces routes soient réparées pour le grand bonheur non seulement de vous-même, les transporteurs en commun, mais également des populations qui finalement souffrent des caprices des chauffeurs que vous êtes. La course qui coûte 700 et passe à 1000 francs, on ne sait pas d'où ça vient. Alors une courte distance, on fait 1500, 2000. Tout ça, c'est aussi des difficultés. Votre question, elle est bonne parce qu'au niveau du Parlement, il faut reconnaître, monsieur le journaliste, que de notre côté, nous ne baissons pas les bras. Nous nous battons, nous luttons. Et tout à l'heure, je vous ai fait état que nous sommes allés jusqu'à aller accompagner même la mairie pour créer des sources de revenus à la mairie, pour permettre à la mairie de faire face à ce problème-là. La responsabilité ici, elle est partagée. Partagée parce que nous sommes conscients, nous savons que dans le périmètre urbain d'une ville, c'est la mairie qui s'occupe de l'entretien des routes.
lorsque nous sortons des villes, nous prenons la route pour aller dans d'autres départements. En ce moment, on peut faire intervenir la responsabilité du fonds routier puisque nous payons au niveau des péages. Nous payons dans les péages, c'est pour qu'on entretienne ces routes qui nous permettent de faire l'interconnexion des départements. Et au niveau des périmètres urbains des villes, nous payons la taxe de roulage pour permettre à la mairie de cette ville de réparer et d'entretenir les routes. Mais lorsque, du côté de la mairie, il n'y a aucune solution. Lorsque nous pouvons jeter un coup d'œil de l'autre côté au niveau du fonds routier pour l'entretien des grandes routes, nous avons aussi les mêmes problèmes. Nous tournons vers le Parlement. Vous savez que aujourd'hui le Parlement peut beau décider, peut beau interpeller un ministre, peut beau. Ça devient dans notre pays comme de la routine. Nous avons vu plusieurs sociétés, nous avons vu plusieurs problèmes ici se poser où les gens sont allés au Parlement et les solutions pour les trouver, ça a toujours été vraiment avec beaucoup de difficultés. Du moment où on peut même aller, certains sans aller jusqu'à aller voir le président du Sénat, qui a maintes fois intervenu, les résultats, nous les connaissons. Et en ce moment, pour nous disons, mais si à Brazzaville, prenons le cas de l'année 2019, nous avons donné l'année passée un ultimatum au maire de Brazzaville. Nous lui avons dit, si les routes ne sont pas réparées, l'année 2019, personne ne paiera la taxe de roulage. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cet ultimatum que nous avons donné au maire. Que si on ne constate pas, parce qu'aujourd'hui le constat dans le département de Brazzaville, ça relève de la responsabilité du maire. Dans le département de Brazzaville, vous allez constater qu'on a commencé avec du ciment à boucher certains nids de poules. Mais même là où vous passez, où la mairie a décapé, pour boucher, vous pouvez repasser après un mois, ces trous-là sont toujours ouverts. On a parlé du béton armé. Du béton armé. Effectivement, j'en viens sur ce béton armé. Mais ce béton armé-là, monsieur le journaliste, nous fournissons beaucoup d'efforts pour emmener les nôtres à respecter les lois de la République, pour emmener les nôtres à respecter les taxes, pour emmener les nôtres à payer la taxe de roulage. Hormis la taxe de roulage, vous constaterez que dans la ville de Brazzaville, on a pu développer une autre, ce n'est pas une taxe, mais une petite redevance qui permet de renforcer cette taxe de roulage-là. Mais je pense qu'ici, si déjà, je vous ai pris un exemple simple, dans mon syndicat, ce que les gens peuvent donner comme petite redevance à la mairie pour appuyer la mairie, nous sommes autour d'1,5 million et 2 millions. Ce que la mairie perçoit. Mais je ne suis pas, mon syndicat n'est pas le seul. Ça, vous l'aviez dit, mais on va revenir au niveau du Parlement. Vous êtes observateur de la vie politique, M. Basile Obongi. Est-ce que vous pensez que le Parlement, sur cette question, serait démissionnaire ou ferait preuve d'un aveu d'impuissance? Le Parlement en général. Bon, mais il faut dire que, monsieur le journaliste, est-ce que vous avez déjà vu dans un pays un gouvernement exécuter un budget qui n'a pas été adopté par le Parlement? Je dis non. Ça n'existe pas. Donc, notre Parlement, quand ils adoptent, ils s'arrêtent au palais du Parlement. Ils ne suivent pas qu'est-ce qu'ils ont adopté. C'est là le grand problème. Je ne le dis pas parce que j'invente, non. Vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, qui vient d'ouvrir la session, qui vient de s'ouvrir. Il a dit que cette fois-ci, ils vont maintenant descendre pour regarder comment on exécute le budget. Donc jusque-là, ils ne descendaient pas. Leur rôle s'arrêtait seulement à adopter et ils s'arrêtaient là-bas. Comment vous pouvez adopter un budget et vous ne suivez pas comment ce budget est exécuté par l'exécutif qui vous a amené ce budget? C'est paradoxal. On n'a pas dit que si vous suivez, c'est pour aller taper sur les ministres. Non. C'est pour regarder, il y a une enveloppe de temps qui avait été adoptée par nous pour faire tel travail. Oui, nous voyons le travail en train de s'exécuter. Mais il faut que nous ayons, on va regarder. Nous faisons souvent, notre Parlement, je vous le dis, fait toujours le mort. Donc le médecin après la mort. On vient faire un constat. Mais pendant que les travaux s'exécutent, je vous prends un exemple, en Gamakoso. Vous avez déjà vu une délégation de parlementaires aller pour voir qu'est-ce qui se passe et où sont les problèmes? Là, il y a un temps mort. Là. On n'en parle pas. Mais quand ça va devenir encore plus grave, c'est là où on va parler. Donc, le Parlement est responsable parce que c'est le Parlement qui donne le quitus au gouvernement de dire voilà l'argent que nous mettons à votre disposition pour exécuter ces projets.
Mais à la fin, on doit voir ces projets, monsieur le journaliste. Comment on peut dégager chaque fois de l'argent? Et lorsque vous voyez, quand ils adoptent la loi, la loi de règlement, ils disent que ça a été exécuté à 100%. Mais quelque chose qui est exécuté à 100%, sur le terrain, il n'y a pas d'effet. On se moque de la population. Donc nous devons demander aux parlementaires. Bon, moi je les comprends. Je comprends les parlementaires. Vous les comprenez comment? Je les comprends parce que vous voyez, la plupart des députés qui siègent, c'est les suppléants des ministres. Aujourd'hui, moi je suis député titulaire. Je suis au gouvernement. C'est mon suppléant qui siège à ma place. Est-ce qu'il a le courage de me poser une question, même si j'ai mal agi? Je dis non. Mais s'il suit la loi, il a le courage, il devrait le faire. Il devrait le faire. Vous le dites bien. Il devrait le faire. Est-ce que ça se fait? Point d'interrogation. Vous savez, quand les députés de l'opposition s'adressent à nos députés de la majorité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, l'opposition, nous avons 5 à 10 députés, mais c'est des vrais députés parce que c'est des titulaires. Mais nous avons en face de nous la majorité, mais c'est des photocopies, c'est des suppléants qui n'ont pas le vrai pouvoir d'agir comme si c'était les titulaires. C'est la difficulté aujourd'hui. Et vous savez que si on... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cette difficulté? Vous pensez que le fait d'être député suppléant, on n'a pas le droit d'indexer le titulaire, ministre ou que sais-je d'autre? On a pourtant ce droit-là. Monsieur Foucault, vous parlez comme si vous n'étiez pas congolais. Je parle que du droit. Mais vous voyez les débats. Je sais que ça passe en direct à Télé Congo. Mais vous êtes un journaliste, vous regardez ce qui se passe. Question orale au gouvernement, avec débat. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare des questions, on vous envoie. Vous avez 2 mois ou 3 mois pour les préparer, et vous venez les lire. Vous constatez que dans cette lecture, dès qu'un député essaie de perturber seulement la parole à un ministre qui est en train de parler, pour la plupart, il se déroute. Parce qu'on vient lire ce qu'on a écrit. Or, il devait y avoir un débat sincère de la réalité de ce qui se passe. Mais c'est ça ce que nous avons adopté dans notre constitution. Il faut l'avaler comme ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui même, pour la plupart, ils ne suivent plus les débats en direct, oral, avec questions. C'est parce que les gens sont déçus. Parce qu'il faut des résultats. Comment un budget que vous adoptez, à la fin, vous dites qu'on a exécuté à 100%, mais rien ne se fait voir. Et on dit qu'il y a la crise. Mais n'adoptez plus le budget quand il y a la crise. Voilà le problème. Est-ce que ce n'est pas aussi la question des parapluies à laquelle le président faisait allusion en disant que désormais personne ne devrait bénéficier de quelconque parapluie en cas de problème? Effectivement, le président de la République parle. En parlant, il donne des grandes lignes. Et c'est aux exécutants de mettre en œuvre ce qu'a dit le président de la République. Mais lorsque le président a parlé, je vous prends un cas simple. Je dis aujourd'hui ce qui nous tue. C'est comme à se situer monsieur le directeur, qu'il y a 3 responsables. Et la responsabilité des 3 se situe où? C'est la relation que nous avons aujourd'hui du corrupteur et du corrompu. De l'autre côté, nous avons la fraude, nous avons la concussion qui intervient d'abord, celui qui vient vers pour te tendre, pour te dire non, laisse-moi passer, prends seulement 2000. Mais les gens ne verront pas seulement les 2000 que tu as pris, mais c'est lui qui est venu te proposer. Et en ce moment, il faut revenir un peu plus en arrière. Nous allons tomber sur le cas des 10%. Pourquoi ces ouvrages sont bâclés? Si nous repartons un peu plus en arrière, nous allons nous rendre compte que la corruption, en ce moment, dans les infrastructures routières, est devenue comme une chaîne qui se suit. Ça veut dire que celui qui donne le marché, il a ses 10%. Il est conscient qu'après avoir retiré les 10%, ce n'est plus le même montant que l'exécutant va recevoir. Et lui, quand il le reçoit, il ne peut plus exécuter la même qualité du travail. Et pour la plupart, nous savons qu'ils utilisent de la sous-traitance. Ça veut dire que celui qui a eu le marché là-bas, ce n'est pas lui qui exécute. Il fait recours aux petites entreprises qui existent sur le marché. Et quand cela passe, parce qu'ils veulent aussi se faire du bénéfice, et en ce moment, l'ouvrage se dégrade au fur et à mesure, et nous ne pouvons pas avoir des ouvrages de qualité. Je me dis que le vrai problème, comme a dit monsieur le directeur, la responsabilité des 3 est liée par cette forme de gestion où on débloque là-bas. D'abord, celui qui débloque le fonds, pour mettre les fonds à votre disposition, il exige un pourcentage. Et au fur et à mesure que vous découpez, celui qui reçoit découpe, et à la fin, on a un travail nul. Voilà pourquoi nos routes aujourd'hui sont victimes et nos routes souffrent.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, même en allant vers le Parlement, même en allant vers, mais la vraie difficulté, il faut commencer par la résoudre là-bas, où elle se trouve, là où on coupe les 10%. Et quand on a fini de régler ça, si aujourd'hui, vous voyez les Chinois, prenons le cas des Chinois. Aujourd'hui, les Chinois, il y a des ouvrages. C'est vrai, quand ils ont fait, nous remarquons sur certains bâtiments des fissures. Mais nous savons que les Chinois ont des difficultés avec nos autorités parce que sur les 10%, ils ne s'accordent pas. Et nous savons que certains ouvrages, même quand on dit on a donné aux Congolais, mais on sait à qui on a donné. Prenons un simple cas, comme j'ai dit tout à l'heure. Pointe-Noire d'Olizy. Les Chinois ont fait, ils ont réparé, mais on devrait tenir la même rigueur partout pour regarder comment améliorer ce qui est déjà fait. Est-ce que c'est pas dû? Allez-y. Monsieur Mexon, non, moi je dois un peu redresser ce que mon très cher frère a dit. Les Chinois, ils sont dans le système chez nous au Congo. On n'est pas en Chine, on est au Congo. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Il vient, il vous dit, Monsieur Foucault, moi je veux faire cette route. Pour la faire dans de bonnes conditions et pour que ça soit une belle route qui dure, vous me donnez 10 milliards. Le Congolais que je suis, je reçois, je dis oui. 10 milliards, dans les 10 milliards, vous me donnez combien? Le Chinois ne connaît pas ça. Mais il est obligé de s'adapter. Avant, il ne connaissait pas, ils connaissent maintenant. Parce qu'il y a les sociétés chinoises ici qui sont en connivence avec nos autorités. Ça, il ne faut pas se le cacher. Nous avons déjà vu des Chinois aller dans des villages, aller construire des maisons des individus. Mais comment ils connaissent ces gens dans les villages? Alors qu'ils sont venus pour les grands travaux ici. Et vous savez qu'en Chine, il y a les produits de première qualité, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais si vous allez prendre la cinquième qualité, mais vous attendez à quoi? Le Chinois vous propose les 5 qualités, mais vous prenez la 5e. Et puis, il ne faut pas se le cacher, les Congolais ont une manière de tricher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, monsieur le Chinois, on vous donne la route Brazzaville-Infondo, elle coûte 53 milliards, mais moi je mets 70 milliards. Vous bénéficiez de vos 53 milliards, ça c'est pour vous, mais le reste là c'est pour moi. Mais je vous paye tout le montant. Vous n'allez jamais attraper ce monsieur qui a triché, le corrompu ou le corrupteur. Vous n'allez jamais l'attraper. Même si vous envoyez les avocats les plus assidus du monde, ils ne vont jamais trouver la trace parce qu'on lui a payé le montant exact qu'il avait demandé. Mais dans ce montant-là, l'opérateur ne reçoit pas tout le montant qu'on a mis là. C'est une sorte de corruption qui est là, mais pour le découvrir, c'est difficile. C'est ça la réalité. Et puis, il y a eu des entreprises fictives. Je suis là, Congolais, je crée une entreprise au nom de la Chine. Un nom chinois, mais ce n'est pas une entreprise chinoise. Si vous vérifiez, vous trouverez des entreprises de ce genre qui ont travaillé dans notre pays. Et la troisième chose, pour descendre là-dessus, c'est les mêmes sociétés, M. Foucault. Je ne veux pas les citer, vous les connaissez. Non, je ne les connais pas. Les sociétés qui construisent les routes? Je ne les connais pas. Mais c'est les mêmes qui ont les marchés. Lesquels? Citez-les. Mais vous ne connaissez pas les sociétés qui construisent les routes? Mais vous êtes journaliste, c'est dangereux. Parce que vous connaissez, quand on dit la route, c'est Sokofran qui a construit. Djambala, c'est Sokofran. Aujourd'hui, vous dites que vous ne connaissez pas Sokofran. Mais vous faites l'hypocrisie, monsieur le journaliste. Ne faites pas l'hypocrisie, c'est pour notre pays. Et les journalistes, le président le dit, il le demande. C'est vous qui devez sonner l'alerte. Parce qu'un opérateur qui a mal fait la première route, ne l'accordez pas la deuxième route, s'il vous plaît. Mais nous faisons le contraire. Et pour votre information, nous avions invité le directeur ou un représentant de Sokofran à cette émission, qui malheureusement par 2 fois a été dans une réunion et donc ne pouvait pas être là. C'est pour ça que vous remarquerez que le constructeur Sokofran n'est pas là. Mais j'allais poser une question. Quand on va à Oyo, quand on va à Madzingueou et dans d'autres départements où la municipalisation accélérée est passée, là-bas les routes sont encore dans un bon état. Est-ce que c'est dû à l'affluence du trafic qui est plus dans les grandes villes par rapport aux villes de l'intérieur du pays? En ce moment-là, si c'est à cause du trafic, est-ce que les calculs n'avaient pas été faits pour que les routes de Brazzaville, tenant compte du trafic ou de Pointe-Noire, résistent? Vous avez posé une question sur la municipalité de Brazzaville, qui a eu 3 municipalités. Je n'ai pas pu répondre à cette question parce que je ne trouvais pas de mots pour vous répondre. Maintenant, vous les avez? Parce que la municipalité de Brazzaville a eu impact où? Si ce n'est pas la route Charles de Gaulle faite avec la coopération française, elle a eu l'impact où? Allez à Talangaï. Allez à Madibou. Cette municipalisation a eu lieu où?
Mais dans Brazzaville. Mais vous le voyez où? Allez circuler sur la route de Mboshi, vous regardez. Mais comment? L'impact, il n'y a pas eu d'impact. 3 ans de municipalisation, il n'y a pas eu d'impact. Simplement parce qu'il y a eu la guéguerre entre la mairie de Brazzaville, les grands travaux et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Donc le parc auto de Brazzaville n'a rien à voir là-dessus. Le maire le disait que lui, vous avez suivi les débats, monsieur le journaliste. Le maire sortant avec les grands travaux, c'était à couteau tiré. Tout à fait. C'est passé dans les médias. Mais ça, ce problème n'avait pas été résolu. On a fermé le pli, on l'a gardé dans le congélateur. Maintenant, ça a refait surface. Est-ce que le maire qui est arrivé aujourd'hui pourrait avoir les possibilités de faire ce qu'il a le droit de faire? Je m'interroge. Et je dis que aujourd'hui, quand vous citez pour dire aller à l'intérieur du pays, non. Moi, je dis que pour aller maintenant, si vous quittez Brazzaville pour arriver à Ouando, vous allez faire 3 jours en route. Peut-être vous ne le savez pas, je vous le dis. Parce que entre 45 et plus de 100 km là-bas, vous avez 2 à 3 jours. Parce que la route est restée, il faut aller contourner et les produits ont augmenté le prix. C'est ce que l'impact est là. Le manioc a augmenté le prix parce que le transporteur a augmenté aussi son prix. Parce qu'il n'a plus la route facile, il est obligé d'aller contourner dans la plaine. C'est les frais, le carburant, les moyens, les pneus et tout ça. Mais il est obligé d'augmenter le prix. C'est les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le même cas à Brazzaville. Mais Brazzaville, moi je maintiens parce qu'on nous dit que Brazzaville a un budget autonome. Moi je m'interroge sur ce mot autonome. Tous les maires qui sont passés là, autonome. Mais l'autonomie du travail, on ne le voit pas. C'est la question que nous nous posons. Cette autonomie est où? Alors, une question que je m'en vais vous poser à vous deux, vous avez peut-être commencé, c'est vrai qu'on a fait le diagnostic, ça ne va pas, mais où sont les solutions? Quelles sont les solutions que vous proposez, monsieur le transporteur? Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un défaut de rigueur. Le défaut de rigueur, c'est dans le suivi de ce qui se fait. Et quand il n'y a pas un bon suivi, c'est normal que sur le terrain, nous récoltons du n'importe quoi. Et ce n'importe quoi-là est la cause, parmi les causes des 10% déboursés ça et là. Et ce que vient de dire le directeur, aujourd'hui nous n'avons plus d'ouvrage de qualité. Sinon que les gens, si on parle en termes du parc automobile, on dira que telle épaisseur répondait dans les années 1960 parce qu'on n'avait pas tel type de véhicule, tel type qui pouvait abîmer la route. Donc les études n'avaient pas été faites. Nous avons évolué. Et nous sommes conscients que chaque fois qu'une route est faite, avant qu'on ne fasse la route, il y a une expertise, une étude qui est faite. Est-ce que l'étude n'est pas biaisée en ce moment-là? Moi, je me dis toujours que l'étude n'est pas biaisée. Lorsqu'ils évaluent les travaux effectués, lorsqu'ils déposent les devis, c'est en tenant compte des normes actuelles. Alors, nous étions dans les solutions. Finalement, quelles sont les solutions que vous proposez? Vous avez dit la rigueur, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Mais en ce moment, on a parlé du Parlement tout à l'heure, qui vote le budget. Le Parlement doit bien jouer son rôle. Sans pourtant suivre ce budget, sans pourtant suivre ces lignes budgétaires qu'on a inscrites, qui ont été votées, qui sont mal exécutées. Hormis le Parlement, nous avons au niveau de l'État des mécanismes. Mais au niveau du Parlement, il y a un blocage. Monsieur Basile Obangi l'a dit, les députés suppléants. Est-ce qu'en ce moment-là, il ne faudrait peut-être pas dire que si vous êtes ministre, vous n'êtes plus député, si vous êtes député, vous pouvez pas aller au gouvernement pour éviter le cas des suppléants, et puis voilà, il y a un blocage, monsieur Obangi? Non, c'est la mentalité congolaise. Le législateur a fait les choses clairement. Si vous êtes nommé ministre, vous étiez député, c'est votre suppléant qui siège. Mais la pratique aujourd'hui, mais c'est ce que je dis, la pratique aujourd'hui, c'est pour cela, vous allez constater la qualité des suppléants. Parce que c'est les partis qui proposent les suppléants. Si on avait laissé libre cours pour dire qu'on soumissionne, n'offusque aller à la base pour dire le parti a déjà décidé pour le titulaire, mais le suppléant, au moins, quand on demande l'avis de la base, ce ne serait pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais puisqu'on impose le suppléant, il y a beaucoup de députés qui ne se parlent pas avec leur suppléant. Ce n'est pas moi qui vais vous le connaissez.
Mais justement, l'une des solutions ne serait-il pas que lorsque vous êtes ministre, si vous aviez été député, vous êtes au gouvernement, vous n'êtes plus député, on refait les élections. Comme ça évite ce blocage. Est-ce que ce n'est pas une solution selon vous? Mais si c'était fait par vous, ça se passait demain. Mais malheureusement, ce que vous proposez là est fait par les politiques. Donc, c'est déjà sans issue, sans suite. Autrement dit, s'il y a difficulté, en fait, la faute revient aux politiques. Mais tout à fait. Écoutez, M. Foucault, si aujourd'hui, après notre émission, on vient dire votre émission a matraqué le gouvernement, on vient fermer la radio, vous allez faire la télévision, vous allez faire quoi? C'est comme a dit mon parent, il a dit, ils ont dit qu'ils ne vont pas payer la taxe de roulage en 2019 si les routes ne sont pas arrangées. Moi, j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce qu'on va mettre la police dehors et la police va arrêter les véhicules de nuit comme de jour. Et ils seront obligés de payer parce que déjà, eux-mêmes, les taximans ne pourront pas faire la grève pendant 5 jours. Parce qu'ils vivent au jour le jour. Maintenir une grève 5 jours, une semaine sans travailler pour les taximans, c'est la mort. Disons les transporteurs. Mais 2 jours, ils peuvent. 2 jours, ils peuvent. Mais il faut qu'en 2 jours, il faut qu'en 2 jours, vous soyez écoutés. Mais vous allez constater le manque à gagner. Parce que il y a ce qu'on appelle la chicote. Mais le manque à gagner, ce n'est pas qu'au niveau des transporteurs en commun, c'est au niveau de la République. Mais de la population. Mais aujourd'hui, c'est la population. Vous savez, hier, il a plu. Mais il fallait aller promener votre caméra dans les bureaux. Il y avait combien de gens qui ont travaillé? Parce que le transport était difficile, il ne pouvait même plus arriver en ville. Les bureaux étaient vides. Nous allons repartir du côté de la régie. Vous aviez soutenu la thèse des routes faites en pavé. À Pointe-Noire, il y a des routes qui ont été faites en pavé. Nous allons voir de quoi cela retourne aujourd'hui. C'est le reportage que je vous propose de suivre. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous poser une question suite à ce reportage. C'est une innovation en matière d'infrastructure à Pointe-Noire. Ces routes en pavé, fruit de la coopération entre la République du Congo et la Banque mondiale dans le cadre du projet Eau, Électricité et Développement Urbain PEDU en sigle, se dégradent progressivement. Cas de la rue Pangui au niveau de ce dallo qui sépare les quartiers Luandili et Matende. La situation qui, au départ, était négligeable, devient préoccupante aujourd'hui pour ces usagers de la route, voire ses riverains. La canalisation construite pour évacuer les eaux de pluie a cédé. À l'allure où se dégrade cette situation, la rue Pangui, beaucoup sollicitée, pourrait être coupée dès les premières pluies. La route là, ça fait plus d'1 année et quelques. La mairie ne peut pas, il n'occupe même pas d'arranger la route. On a vraiment beaucoup souffert ici là vraiment. Il faut que non, vraiment l'autorité, qu'il voie vraiment ce qui se passe actuellement dans notre circulation. Dans ce registre d'ouvrages en pavé, en voie de dégradation en Pointe-Noire, figurent les voiries urbaines de Timani par 5 chemins et Docteur Carderel au carrefour Songolo-Raffinerie. Dégradation qui serait la conséquence d'un travail fait des mains inexpertes. C'est le travail qui n'est pas bien fait parce que les caniveaux, ils sont mal arrangés. Donc carrément, il faut venir faire vraiment la canalisation, surtout la canalisation, ils ont vraiment mal fait. Si partout ailleurs, rien n'est encore entrepris, ici à la raffinerie, les travaux sont en cours de réalisation au grand bonheur des populations. Voilà, après ce petit détour du côté de Pointe-Noire où les routes en pavé, en tout cas cette route en pavé en pleine dégradation, je me retourne vers vous. Finalement, les pavés ne sont pas non plus la solution. Non. J'ai suivi votre commentaire de journaliste. Il a dit « faites des mains inexpertes ». C'est bien dit. Oui. Vous avez vu comment le caniveau s'est affaissé de l'autre côté. Oui. Ça veut dire que le béton qui avait été servi pour le caniveau n'a pas respecté les normes. Et le fer qu'on avait mis, surtout que c'est une zone marécageuse, ça a été mal fait. Donc ça, ce n'est pas le problème des pavés, c'est le problème de la main inexperte. Si nous prenons, vous avez vu toute la route des pavés, c'est bon. Mais il faut savoir qu'ici, il y a l'eau. Quel genre de béton utiliser là où il y a l'eau? Or, nous faisons tout à égal. C'est ça. Mais si nous prenons, nous nous mettons en cause, nous faisons des routes. Parce que pour mettre les pavés, il faut que les 2 bordures de la ruelle soient encadrées de béton. Sinon, s'il n'y a pas de béton, ça va s'affaisser. Apparemment, vous connaissez en construction routière. Monsieur le journaliste, mais on est Congolais. Hein. Une dernière question. Le Congo avait une structure qu'on appelait OCR, Office de l'entretien des routes, disparu à Belle-Lurette. Est-ce que c'était peut-être pas le moment de faire revivre cette structure pour veiller à l'entretien des routes? Bon, je dois te donner une position qui est la mienne. Naturellement, et puis vous donnerez aussi la vôtre.
faire revenir cette structure, il faut poser la question à ceux qui l'ont détruit. Parce qu'au Congo, on crée. Mais lorsqu'on veut détruire, on ne fait pas la critique. On ne fait pas le diagnostic. On crée, à un moment donné, ça ne marche pas, on repart. Or, il faut toujours s'asseoir pour regarder pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi on va détruire ça? Qu'est-ce qui a été bon là-bas? Qu'est-ce qui a été mauvais? Je vous prends l'exemple aujourd'hui. Vous avez suivi, le grand parti du pays a fêté les 40 ans de l'accession du président Sassou au pouvoir. Mais ça fait 40 années qu'ils sont passés, les gens ne s'occupaient même plus. Mais les gens vont se poser une question, mais pourquoi maintenant ils s'intéressent à ça? Aujourd'hui, après 40 ans. Donc, c'est fait par les politiques. Quand ils ont détruit l'OCR, ils ont créé une autre. Mais est-ce qu'ils donnent suffisamment de moyens à cette structure qui est le fonds routier? C'est la grande question. Si vous avez appelé le directeur général du fonds routier, peut-être qu'il vous dirait des choses. Parce que l'argent était avant géré par le fonds routier. On a dit non, l'argent doit d'abord être reversé au Trésor, ce qui est une bonne chose, et que le Trésor devait reverser pour les travaux au fonds routier. Il n'y a pas eu rétroaction. Est-ce que c'est ce qui se fait? Allez poser la question, vous voulez savoir la vérité. Monsieur le transporteur. Et de mon côté, je pense que le problème, comme a dit le doyen tout à l'heure, lorsqu'il a parlé il faut d'abord faire l'expertise, enfin, repartir en arrière pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et regarder aujourd'hui s'il faut repartir sur ce même débat. Je me dirais, nous sommes là dans une même situation que se trouve la France actuellement avec le chemin de fer français. Ils ont un sérieux problème parce qu'ils ont privatisé le chemin de fer. Maintenant que ça ne marche pas, les travailleurs sont mis dehors n'importe comment. Il y a une grande difficulté et les gens sont en train de penser comment renationaliser le chemin de fer français. Ça veut dire que nous sommes partis d'un système vers un autre et en fin de compte, on se rend compte que nous sommes comme bloqués. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut repartir en arrière pour ressusciter tel que les Français, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est renationaliser le chemin de fer français. Est-ce que il nous faut abandonner le stade où nous sommes arrivés pour repartir vers l'océan et regarder comment mettre en place une nouvelle structure qui peut paraître, mais nous risquons de revenir encore à la case départ puisque nous avons un problème de mentalité à notre niveau. Je pense qu'aujourd'hui, l'État, tel que nous avons, il y a eu les travaux de construction de l'aéroport de Brazzaville, partout ailleurs, il y a eu les travaux de construction des maisons des Chinois. Puis là, en contrepartie, on avait pris une entreprise française pour faire l'expertise, pour assurer de la qualité de l'ouvrage et des travaux qui sont faits. Je pense que l'État aujourd'hui devrait évoluer dans cet élan-là. En Pila, il y a eu le 4 mars, les maisons ont résisté, mais les Français qui sont venus pour contredire les Chinois, parce que nous savons qu'aujourd'hui la guerre, c'est le marché congolais qui veut arracher plus de marché. Et quand on oppose, on va vers les résultats les plus meilleurs. Et aujourd'hui, pour la situation des routes, nous devrions utiliser le même système qu'on a eu à exploiter là-bas pour qu'on essaie de sauver les ouvrages. L'État met à disposition beaucoup d'argent, mais cet argent doit produire les effets escomptés. Mais lorsque cet argent est dilapidé en cours de route et que, en contrepartie, ce que nous avons, c'est du tape à l'œil. Ça veut dire que, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On a l'impression que c'est un bon goudron, pendant que c'est de la pacotille qu'on nous a faite, ça ne nous arrange pas. Et l'État devrait revoir un peu cette façon de faire là, pour essayer d'aller dans ce sens-là, peut-être continuer à donner les marchés, mais en contrepartie, avoir des experts de l'autre côté pour nous certifier de la qualité des ouvrages qui sont livrés au niveau du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le transporteur. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national des transporteurs et activités connexes du Congo. Vous êtes monsieur Karel Cyril Nzondu. En face de vous, j'ai eu l'honneur de recevoir le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur qui est ici en qualité d'observateur politique. Et avec mes deux invités, nous avions décortiqué la question sur le défi des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire, difficile de circuler. Nous n'avions pas abordé les parkings de fortune. Là, le temps vous revient, parce que vous aussi, il n'y a pas que l'État, mais vous créez des parkings comme ça, et à la fin, la chaussée devient étriquée. Là, on ne l'a pas abordé, mais bon, on suppose que l'État fera quelque chose de ce côté-là. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu présent à ce grand débat. Monsieur Basile Bongui, monsieur Cyril Karen Nzondu, je vous dis merci. Chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour le prochain débat. Merci à tous.